N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, si vous avez des commentaires ou besoin de précision pendant la présentation. C'est toujours aussi bien, ça permet de faire vivre un peu la présentation. Je travaille pour France Nature Environnement. On peut passer à celle d'après aussi. Et je suis responsable donc du réseau Santé Environnement que je présenterai un petit peu après. France Nature Environnement, FNE, est une association qui va fêter ses 50 ans l'année prochaine. Ce qui fait de FNE non seulement la plus grosse association de protection de l'environnement de France, mais également l'une des plus vieilles. C'est une fédération, ça veut dire que le collectif qui est ici est membre d'une association notamment régionale comme la CEPANSO, qui elle-même est membre de FNE. Donc ce qui fait que FNE a un peu des antennes un peu partout, sur toute la France, aussi bien en métropole qu'en outre-mer. Et ça lui forme donc un mouvement de plus de... c'était 500... On est entre 300 000 et 350 000 associations membres qui donc sont des associations qui sont là pour la protection de l'environnement, de la santé humaine, de l'animal ou des associations qui ont ces activités-là comme intérêt. Elle est donc dirigée par de nombreux bénévoles. Pour le réseau Santé Environnement, il y a plus de 500 bénévoles présents un petit peu partout sur le territoire, ce qui permet que les informations aussi bien peuvent venir du niveau national vers le local, mais comme j'ai pu le faire aujourd'hui également, d'aller voir au niveau local ce qui se passe pour ensuite remonter l'information vers le niveau national. Je ne sais pas si du coup le son... Il y a un petit film de présentation FNE, c'est comme vous le sentez, si on le passe ou pas, je ne sais pas si c'est... Non, très bien, bon, on peut passer. Si jamais vous avez envie de voir un petit film sympathique, n'hésitez pas à aller le voir. Mais donc pour passer ensuite donc, au réseau santé, c'est un réseau qui fête cette année ses 20 ans. Donc pour parler du lien entre la santé et l'environnement, aujourd'hui ça nous semble naturel, mais il y a 20 ans, FNE était une des seules associations à en parler. Lorsqu'on parle de santé-environnement, on a été malheureusement obligé de faire des choix des thématiques qu'on traite. Mais donc 70% de mon temps est consacré à la pollution de l'air, intérieur, extérieur. Mais en plus de ça, on va parler d'alimentation, de perturbateurs endocriniens, des nanomatériaux. Vous avez peut-être dû entendre ces mots-clés arriver dans les médias. On parle également de bruit, d'ondes, donc d'allergies. Il y a énormément de thématiques où on peut faire les liens entre la santé et l'environnement. Pour attaquer le sujet de la qualité de l'air, déjà, qu'est-ce que c'est la qualité de l'air en général ? C'est tout simplement vital. Et en moyenne, on respire donc 15 kg d'air, donc 12 mètres cubes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi, je ne m'en rendais pas compte ce que ça faisait 12 mètres cubes, donc je vous ai mis un petit camion. Donc, globalement, par jour, on va respirer l'intérieur de ce camion. Et c'est dans cet air-là finalement qu'on va retrouver un nombre de polluants assez impressionnant et c'est sur ce type de quantité d'air qui peuvent affecter directement notre santé. Donc de quels polluants on va parler ? On ne va pas parler de tout cela ce soir parce qu'ensuite on va plus s'intéresser à l'écobuage et donc je vous parlerai directement des polluants concernés. Mais donc lorsqu'on va parler de pollution de l'air en général, il y a une variété de polluants très important, donc tout de suite ça devient un sujet très complexe. Chaque polluant peut avoir un impact sur votre santé et la combinaison de ces polluants entre eux peuvent avoir un autre impact encore sur votre santé. Certains de ces polluants sont plus petits que d'autres, sont plus volatiles que d'autres, vont s'infiltrer plus profondément dans votre organisme et avoir des conséquences différentes. Donc lorsqu'on va parler de pollution d'air, ça va être important certes d'être précis, mais également très complexe.
Donc justement, volatile, pour vous donner un exemple que les polluants voyagent, non, ils ne s'arrêtent pas aux frontières, et les montagnes, ce n'est pas une frontière. Donc lorsqu'il y a une pollution, notamment, donc, par exemple, un écobuage, les citoyens qui sont à des centaines de mètres, voire à des kilomètres, vont être affectés par cette pollution, parce que les polluants voyagent. Donc par exemple, il y a eu en 2011 un très grand feu de forêt en Russie. Et donc on voit, si vous voyez donc l'Espagne, la France, ça vous donne un peu une idée du globe. Et donc très clairement, ça a impacté énormément de citoyens. À la suite de nombreuses études, de scandales, de pics de pollution, de mesures qui ont été faites, en 2013, l'Organisme mondial de la santé a classé la pollution de l'air extérieur comme cancérogène certain pour l'homme. Donc à partir de là, les choses se sont un peu activées, et notamment en termes de la recherche et des études, il y a eu beaucoup plus de fonds, et donc on en a appris beaucoup plus. Pour vous donner un aperçu globalement des impacts sur votre santé, on va aussi bien passer d'irritation des voies respiratoires, de cancer des poumons, des voies respiratoires, tout comme des problèmes cardiovasculaires, parfois même de maladies neurodégénératives, d'asthme, de toux incontrôlable, donc de recracher du sang, on peut avoir des maux de tête, vertiges, et tout ça dépend de quel polluant, de votre exposition et de quel type de polluant. J'aurais pu adapter, vous m'excuserez en fait la diapo, mais pour vous donner un ordre d'idée de l'impact, selon les sources, on est entre 48 000 à 52 000 décès par an en France, liés à la pollution de l'air, à un impact sanitaire de 100 milliards d'euros par an. Et donc, comme ces décès prématurés, c'est pas facile de se rendre compte de la population que ça représente. Vous pouvez très bien regarder par rapport au nombre d'habitants dans une ville. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont fans de foot ou pas, mais bon, ça représente l'équivalent de plusieurs stades, celui de Marseille ou celui de Bercy, Parc des Princes, pardon, merci, à Paris, qui seraient donc éliminés tous les ans, ce qui est énorme. Bien sûr, donc on a mis des normes, on a mis des seuils et on a obligé les États membres à réduire leurs émissions, et on a ciblé certains polluants. Lorsque on prend les particules fines, dont vous avez certainement dû entendre parler parce que ce sont les polluants sur lesquels on a le plus d'informations, ce sont des particules qui sont souvent prises comme exemple ou qui sont ciblées lors des pics de pollution. Et les particules fines, elles ont la particularité surtout d'être de différentes tailles, et les différentes tailles vont avoir différents impacts sur votre santé. Donc, notamment lors des aires brûlées, vous allez avoir des particules qu'on appelle ultra fines. Tout simplement, elles sont très petites. Et ces très petites, elles vont aller très profondément dans votre organisme. Elles vont aller très profondément dans vos poumons, là où la peau est très fine, passer dans votre sang, et à partir de là, elles ont le champ libre à vos organes vitaux, et elles peuvent s'y accumuler et avoir de très forts impacts sur votre santé. Par rapport aux normes, on a ciblé également d'où elles proviennent. Donc on sait à peu près si l'effort doit être fait à un niveau national, à un niveau régional, à un niveau particulièrement local. C'est comme ça qu'ensuite on a pu se dire que le transport automobile, par exemple, avait été une priorité, et depuis de nombreuses années, il y a des normes sur les véhicules automobiles pour réduire leur pollution. Aujourd'hui, on a réévalué, le transport automobile a fait des efforts, donc aujourd'hui on est arrivé notamment aux pratiques agricoles, au secteur agricole qui doit s'y mettre
qui doit participer à l'effort et qui doit réduire donc leur impact sur la pollution atmosphérique. Il y a donc différentes directives, programmes, plans, conventions. Il y en a un au niveau international. On en a vu d'autres comme la COP21, mais qui cible particulièrement les gaz à effet de serre. Pour la pollution atmosphérique, je ne l'ai pas rappelé, mais donc pollution atmosphérique et gaz à effet de serre, ils ne sont pas ciblés du tout de la même manière. On ne va pas parler des mêmes directives, on ne va pas parler des mêmes plans, ce qui complexifie énormément les choses, aussi bien pour ceux qui doivent faire les efforts que pour ceux qui doivent essayer d'expliquer aux gens comment ça se passe. Mais donc les polluants atmosphériques vont vraiment avoir un impact sanitaire direct, alors que le réchauffement climatique, indirectement, va en avoir un, mais donc on ne parle pas des mêmes polluants, pas des mêmes gaz. Au niveau européen, celle qui est très importante, et je vais y revenir, c'est la NEC, la directive sur les plafonds d'émissions nationaux, qui a été revue et qui est très nouvelle. La nouvelle a été votée en décembre 2016, et c'est elle qui va avoir des nouveaux impacts bientôt sur les pratiques agricoles notamment, et sur les efforts qu'on va devoir faire pour la France. Vous m'excuserez si je dis la France et pas du coup le Pays Basque, mais voilà. Il y a que le Pays Basque en France. Pardon, voilà, bon, vous m'excuserez, mais normalement le Pays Basque est compris dans le territoire français pour les directives. Donc, et ils vont donc cette directive, elle est au niveau européen, mais donc au niveau français, on a fait un programme. Et dans ce programme, il y a notamment des annexes avec une liste de mesures qui doivent être mises en place. Parmi d'autres, s'il y a des meilleures idées et plus adaptées à des problèmes particulièrement locaux, pour atteindre des objectifs de réduction de plusieurs polluants qui sont cités là, donc du soufre, de l'azote, et, de l'ammoniac et d'autres. L'ammoniac notamment, mais la plus pratique agricole et à plus de 90 voire 95% émis de l'agriculture. Donc vraiment, l'agriculture a été ciblée dans cette directive. Ça a été une forte bataille pour que le secteur agricole donne des mesures pour pouvoir améliorer ses pratiques. Et donc, il va très fortement impacter ce secteur-là. Le programme a été adopté en début d'année 2017, donc il va devoir être mis en œuvre vraiment très rapidement. Des informations vont être passées par les chambres agricoles notamment, entre d'autres acteurs. Et donc, il va y avoir des mesures très concrètes qui vont devoir être mises en place. On a déjà parlé au niveau national, donc Michel avait déjà parlé des PPA et des autres plans donc, qui régissent vraiment ce que nous, on doit faire au niveau national. Un point, Charlotte, c'est tu as parlé de l'industrie automobile. Quand on regarde le résultat du Dieselgate, on voit déjà là où sont les criminels. Bon, je vais y revenir. Parce qu'il y en a une grande responsabilité. Il y en a d'autres, bien sûr. Mais ils sont aussi ceux qui travaillent dessus depuis un bout de temps. Alors bien sûr, il y a eu des tromperies, il y a eu des mensonges, il y a tout ce qu'on veut, ils ont énormément d'efforts à faire. Il y a une étude qui est sortie la semaine dernière pour annoncer que juste le scandale du diesel, donc juste le fait que les véhicules sur route polluent plus que ce qu'on nous avait annoncé, ils étaient responsables de 5000 morts par an. Donc il y a des chiffres, bien sûr, ils sont responsables, mais c'est pas les mêmes polluants. C'est la complexité, c'est pas les mêmes polluants qu'on cible, donc chacun doit faire des efforts. Et bien sûr, les constructeurs automobiles on va pas les laisser tranquilles pour aller se préoccuper des agriculteurs. C'est pas du tout le cas. C'est pour dire les objectifs. Les réglementations européennes pour nous sont pas assez strictes. Elle laisse trop de flexibilité, elle donne trop l'opportunité de varier en fait nos objectifs, alors que l'Organisme mondial de la santé avait mis un plan en œuvre pour diviser par 2 en fait le nombre de décès liés à la pollution de l'air, ce qui aurait été très bien, mais qui ne sera pas atteignable malheureusement avec l'ambition qu'ont eu les États membres.
Donc tu en as un peu parlé effectivement de l'attaque européenne pour la France, et c'est très important parce que ça inquiète énormément le ministère. Et donc pour 2 types de polluants, la France n'a pas respecté les seuils de pollution que l'Europe lui a fixés. C'est-à-dire que lorsqu'on fait, les agences de surveillance de la pollution de l'air ont des capteurs un peu partout, pas forcément aux bons endroits et pas forcément assez, mais ils en ont. Et ces données-là, ensuite, sont récoltées pour savoir si on a respecté en fait les normes et que les citoyens n'ont pas été trop exposés à une pollution atmosphérique. Or, par exemple, pour 2017, on sera vraiment mauvais parce qu'entre les pics de pollution de décembre et de janvier, et puis on a eu en juin avec le soleil qui est revenu, etc., on a eu beaucoup trop de pics de pollution pour avoir respecté nos engagements. Vu qu'on laisse le pic de pollution arriver et on se dit qu'il faut réagir pendant qu'il y a le pic de pollution, alors qu'on sait très bien qu'il arrive, mais on ne réagit pas avant, on risque d'être encore plus embêté par l'Europe qui va nous demander beaucoup d'argent parce qu'on ne respecte pas en fait les seuils qu'elle nous a fixés. L'Italie a été condamnée il y a 2 ans. Elle a payé plus de 5 millions d'euros. La Bulgarie y est pour peut-être quelques milliards. Et ils sont mieux que la France. Donc tout cet argent, la France est en train de se dire je ferais peut-être bien en fait de l'investir dans des mesures pour faire en sorte que je sois tranquille les années d'après, plutôt que de le donner à l'Europe et puis on ne sait pas trop ce qu'il devient. Mais si on donne quelques milliards à l'Europe, on ne sait pas où il sera, on ne sait pas où ça va arriver. Et en plus, on n'aura pas réglé notre problème parce qu'on risque d'avoir encore des dépassements et c'est notre argent qui sera encore redonné à l'Europe dans les années futures. Donc il y a des plans, il y a des actions qui sont prises parce que la France est obligée d'arriver vers l'Europe en disant non, s'il vous plaît, vous ne me mettez pas devant la commission, la Cour de justice. Regardez, j'ai écrit, je vais faire des trucs vachement bien et je vous promets, je ne dépasserai plus jamais les seuils. Mais sauf qu'une fois que ce sera mis par écrit, ils seront obligés de les respecter. Donc la question est de savoir qu'est-ce qu'ils vont mettre dans ce plan, pour ensuite comment est-ce qu'ils vont l'appliquer, et pour être sûr que ce soit bien respecté. Et donc tout ça, c'est un travail où France Nature Environnement, on est dans les boucles, on est dans les groupes de travail et on essaye d'y inclure les mesures que nous, on veut voir figurer, d'où l'importance du fait que je sois là pour savoir ce qui ne va pas également dans les niveaux locaux et quelles sont les alternatives ou les initiations, les problèmes et là où il y aura besoin de financement ou autre. Les actions de FNE, du coup, voilà, j'en ai un peu parlé, quand on fait partie des groupes d'experts, on est dans la concertation, on est dans les revendications, on fait des mesures sur le terrain. On a, donc, pour avoir ça un peu en tête, on a un appareil de mesure avec lequel on va sur le terrain pour aller voir directement la pollution de l'air et faire des comparaisons là où il y a de la circulation, quand il n'y en a pas, et là où il y a une source de pollution bien particulière. Pour faire un petit historique, du coup, le premier grand scandale sur la pollution de l'air, c'est en 1952 où il y a eu le grand smog de Londres et où ils se sont rendus compte que les morts, la ligne rouge, étaient directement corrélés avec la fumée, les pointillés et les polluants, les lignes vertes. Donc à partir de ce moment-là, c'était très corrélé. Il y a eu un nombre de morts assez catastrophique en quelques jours seulement. Donc c'est considéré comme étant la première alerte de pollution de l'air, 1952. Et donc pour France Nature Environnement, les grands scandales et sur quoi on s'est penché, c'est notamment donc, le scandale du diesel, où on a fait partie de la commission d'enquête et on a pu faire des classements en fonction des véhicules. Donc si vous avez un véhicule diesel et que vous voulez voir à quel point il est pourri, vous pouvez aller sur le site de France Nature Environnement pour voir les classements des modèles qui ont été testés. Et voilà le podium des 5 pires, avec le nombre de fois où ils dépassent la réglementation lorsqu'ils sont sur route. Un nouveau scandale que FNE a mis en lumière, c'est la pollution des navires.
qui fonctionne à un carburant qui est très très soufré et donc qui pollue énormément. Et donc on a vu que finalement, proche des ports, les citoyens ont un taux de pollution 100 fois plus élevé que si on est à côté d'une route. Donc ça, c'est nous, avec nos capteurs, on est allé voir. Alors on n'est pas venu dans le Pays Basque, mais on a fait Marseille, Nice, Bordeaux, pour obtenir ces mesures, sonner l'alerte. Et ça fait partie des exemples aussi qui permet de voir que ça peut bouger. Parce que c'était un non-sujet. Le lobby du transport maritime, avec le lobby agricole, c'est les mêmes, ils ont la niaque. Donc mais on a réussi à faire bouger les lignes. Il y a un groupe de travail qui a été créé et il y a des études qui sont faites pour ensuite classer la Méditerranée en zone de contrôle des émissions. Donc les armateurs seront obligés d'arrêter, de changer de carburant et donc de réduire leur pollution drastiquement. Et donc on est assez content, on attend ça avec impatience. C'est une information sur le transport maritime. Nous sommes sur le département des Pyrénées-Atlantiques, mais à l'embouchure de la Dour, il y a les Pyrénées-Atlantiques et les Landes et le port de Bayonne. Le port de Bayonne est sous l'égide d'une action de l'État pour regarder l'impact sanitaire et environnemental des activités, toutes les activités. Et dans les activités polluantes, est recensé ce qui est ressorti, les bateaux, les navires. Par rapport au fioul qui brûle, comme tu le dis, on sait pertinemment que les compagnies maritimes ont à cœur de jouer le jeu, pas toutes. Parce qu'en fait, c'est un carburant qui n'est pas raffiné, donc on ne peut pas le mettre dans nos voitures. C'est pas le même que celui qu'il y a dans nos voitures, c'est celui qui n'est pas passé par la raffinerie. Ce qui fait qu'il est sous forme de pâte quand il n'est pas chauffé, ce qui contraint en fait les navires à être tout le temps allumés pour le garder chaud et le garder sous forme liquide. Et il est plus soufré qu'un million de véhicules. Et on estime que les 15 plus gros navires... non, là, nous, sur les navires de croisière en plus, parce qu'on a dit on va aller regarder cette activité de croisière qui finalement en fait est juste une activité de plaisance, parce que le port-conteneur, il y a toute une histoire économique aussi derrière qui est un peu plus complexe que simplement la croisière. Et les 15 navires de croisière les gros polluent autant que l'intégralité de véhicules sur route dans le monde entier. 15 ouais. Donc pour dire que oui, il y a plein de coupables, mais on n'en laisse pas un à nous filer entre les doigts, ce qui nous mène à l'agriculture ensuite, qui va être ciblée par plusieurs lois, directives européennes, plans nationaux, des plans éco-phyto si on parle de pollution de l'air également avec les pesticides dans l'air, etc. Et donc là où on a un problème, c'est que dans le milieu rural, milieu agricole, il y a très peu de capteurs, il y a très peu de données. On ne sait pas ce qui se passe, on n'a pas de valeur. Donc certaines, on les appelle les ASQA, donc certaines agences de surveillance de la pollution, de la qualité de l'air, ont fait des campagnes volontaires pour aller voir ce qui se passait sur le terrain, mais on en a peu. Et donc, sans mesure, sans données, on ne sait pas ce qu'on mesure, on ne sait pas ce qu'il y a, et on ne sait pas à combien il faut qu'on les réduise. Et on ne sait pas l'exposition des citoyens. Donc ça nous fait quand même beaucoup d'incertitudes et il faut absolument pallier à ce problème-là. Et c'est ce qui devrait notamment arriver avec certains projets, certaines études scientifiques et surtout avec certaines lois. C'était rapidement pour ne pas oublier la pollution de l'air intérieur. Ça fait très peur la pollution de l'air extérieur, mais aérez toujours chez vous, parce que la pollution de l'air intérieur, c'est pire, c'est très toxique. C'est des polluants très différents, mais il ne faut pas l'oublier. Donc on essaye de travailler aussi sur la pollution de l'air intérieur. Il y a des brochures normalement sur la table aussi pour vous donner des indices et des guides pour comment réduire votre pollution de l'air intérieur, qui est surtout liée soit aux peintures, soit aux produits ménagers, à la présence de poussières qui sont relevées avec les aspirateurs. Voilà, c'est surtout à ne pas oublier.
Pour parler donc maintenant du sujet de la journée, les écobuages. Donc vous êtes tous, je suis sûre que vous êtes tous familiers avec la circulaire qui interdit donc le brûlage à l'air libre. Quelques informations. Donc les principaux polluants qu'on va retrouver, ça va être donc du carbone, des composés organiques volatiles, des fumées qui sont des embrûlés, des dioxydes d'azote comme ce qu'on reproche au diesel, des particules fines qui sont les plus nocives et qu'on connaît très bien pour la nocivité sur notre santé, et gros problème, les embrûlés non maîtrisés, les HAP, des dioxines et des furanes qui sont cancérogènes, certains pour l'homme, où les études ne manquent pas pour nous donner les problèmes. Le benzène qui est considéré comme un perturbateur d'hormones, perturbateur endocrinien, donc qui peut affecter également la thyroïde ou de nombreuses fonctions qui sont réglées par les hormones. Outre ces problèmes de pollution, il y a les problèmes des propagations d'incendies, donc on en a bien entendu parler lorsqu'il y a une mauvaise maîtrise des feux. La contravention de 450 €, qui, vous me le direz certainement mieux que moi, mais j'ai pas réussi à trouver de rapport sur de contravention lorsqu'il y a des feux non maîtrisés ou dans des périodes qui sont interdites, et des substances liées au mélange de déchets. Pareil, vous le saurez mieux que moi, mais je vous informe juste que lorsque on retrouve ou bien des actions en justice ou des rapports de plainte, des témoignages, des photos qui nous sont envoyées, etc., on n'a pas uniquement... on ne fait pas attention forcément à ce qu'il y a sur la parcelle. Il peut y retrouver des bâches, des plastiques ou autres. Désolée pour la qualité, mais donc c'est pour vous donner un peu une idée. Brûler 50 kilos de végétaux à l'air libre, un peu ce que ça représente en fonction des polluants. Donc chaque polluant, on peut les retrouver avec d'autres sources, mais malheureusement, lorsqu'on brûle à l'air libre, et bien souvent on a un impact plus important. Et je rappelle encore, ces polluants, la majorité, on sait très bien leurs impacts sur la santé, ils voyagent. Donc c'est pas uniquement un danger pour j'ai entendu le terme d'éco-bueur, donc celui qui l'agriculteur, qui met le feu, mais également pour toutes les personnes qui peuvent se retrouver à voir des centaines de kilomètres en fonction des vents. Donc ce n'est pas une pollution à négliger. Il y a des alternatives à trouver parce que il y a des plans, parce qu'il y a des directives qui vont attaquer ces polluants-là. Ils sont ciblés. On va être obligé de les réduire, ces polluants. On va être obligé de les réduire et on va s'attaquer à toutes les sources. Parce qu'il y a certains secteurs qui doivent faire leur part. Et donc, quand les régions ou quand, plus au niveau local, on va vouloir réduire notre impact sur la pollution de l'air pour participer à la réduction de la pollution nationale, ils vont être contraints d'agir sur toutes les sources. Et les écobuages, ils vont pas passer à côté. Donc, il va falloir y penser, il faut être au courant avant. Le plan notamment qui est le plus nouveau et qui va impacter toutes les pratiques agricoles va être mis en œuvre en 2017. Il va être révisé dans les 3 ans à venir. Et dans 3 ans, donc, il va falloir déjà donner des chiffres, il va falloir montrer qu'on a fait quelque chose dans 3 ans. Donc il y a 3 ans là où il va falloir agir parce qu'ensuite il va falloir rendre des comptes. Donc c'est vraiment dans l'actualité et donc c'est très bien que vous soyez tous là et que vous êtes prêts à participer à l'effort. Donc ensuite ce que vous pouvez... ce qui peut être fait, attention, ce n'est pas exhaustif, mais en fonction d'être en association ou les citoyens,
Ça passe aussi bien par l'information et la sensibilisation, c'est la première étape. La journée d'aujourd'hui est un parfait exemple de ce par quoi il faut commencer. Les échanges avec les autorités, bien sûr, donc vous êtes déjà dans le cas de figure lorsqu'on est formé en collectif ou en association, il y a toujours un échange avec les différentes autorités, différents organismes. Surveillance des contrôles, j'attire l'attention là-dessus. Vous pouvez surveiller, vous pouvez voir si les contrôles ont été faits, si les lois ont été respectées ou pas, et sinon, il faut les signaler. On a un gros manque. Pour moi, c'est le plus gros manque. On a un manque de contrôle, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. On sait qui, normalement, quel acteur devrait se rendre sur le terrain pour aller vérifier que tout n'est pas brûlé sans, que tout soit bien géré, etc. Mais les contrôles ne sont pas faits. Et quand ils sont faits, les contraventions ne sont pas données. Donc, principalement, c'est notre gros manque. C'est notre très très gros manque, c'est le contrôle. Donc dénonciation qui va avec donc, le manque de contrôle ou en fonction de ce qui se passe. N'hésitez pas à prendre des preuves, que ça passe par photo ou autre. Et ça peut toujours aller jusqu'au recours juridique. En fonction, France Nature Environnement a un réseau juridique avec 80 avocats, 500 et quelques juristes, qui gagnent jusqu'à 200 à 300 recours, 500 recours par an. Donc il y a la possibilité d'avoir un appui de la part de la fédération. Lorsque vous êtes citoyen, c'est également très important, vous êtes sur le terrain, vous êtes là, et donc vous avez les moyens d'avoir des recueils de preuves ou directement de vous rapprocher donc, des associations pour donner votre témoignage, pour informer des lieux, de où est-ce qu'on doit regarder, de où est-ce que ça se passe. Ça fait partie notamment des choses que vous pouvez faire.